Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission spéciale Smart Patrimoine tournée au Midsommar du patrimoine édition 2026, l'événement annuel de la CNCGP. Au sommaire de cette édition, nous recevrons tout d'abord Delphine Mans, directrice des réseaux CGP, courtier et gestion privée de BNP Paribas Cardiff, afin de revenir sur la forte croissance du marché des CGP et les questionnements, les enjeux que cela crée pour les professionnels de la gestion de patrimoine en poste aujourd'hui. Nous y reviendrons donc dans la première partie de l'émission. Nous ferons un focus ensuite sur la transmission des cabinets de gestion de patrimoine, comment l'anticiper en tant que dirigeant d'un cabinet de gestion de patrimoine. Nous évoquerons également les sujets d'interprofessionnalité qui sont de plus en plus conséquents en lien avec la transformation du métier de gestionnaire de patrimoine face à l'intelligence artificielle, un sujet que nous aborderons avec Christophe Roche, dirigeant fondateur d'Octopus Patrimoine. Et puis enfin, dans la dernière partie de l'émission, nous ferons un focus sur la gestion alternative sur le crédit, mais aussi sur l'investissement dans les minières cotées avec Romain Gobert, directeur commercial distribution externe chez La Française. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et pour commencer cette émission spéciale Smart Patrimoine tournée au Midsommar 2026 organisée par la CNCGP, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau Delphine Mans. Bonjour Delphine. Bonjour Nicolas. Delphine, vous êtes directrice des réseaux CGP courtier et gestion privée chez BNP Paribas Cardiff. On va revenir sur les dynamiques du marché des CGP que vous constatez. Les CGP, c'est un marché en croissance, c'est un marché à fort dynamisme. Est-ce que vous constatez que c'est toujours vrai au moment où on se parle, à savoir en juin 2026 ? Oui, tout à fait, j'en suis absolument persuadée. D'ailleurs, ça se voit dans les chiffres. Ça fait déjà plusieurs années que les CGP connaissent une croissance assez époustouflante, je peux le dire, et je pense qu'ils continuent. D'accord. Quelques chiffres. Quand on regarde, en fait, on sait que, par exemple, le nombre de cabinets a augmenté de 20% sur les 10 dernières années. Donc, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de cabinets qui s'installent. D'ailleurs, la CNCGP nous disait que l'âge moyen des adhérents qui s'installaient avait rajeuni. D'accord. Ils ont 41 ans, ils avaient 46 ans avant. Donc, ça veut dire que on est sur une profession qui, tout simplement, se renouvelle. Donc ça attire des nouveaux entrants. Exactement. Ça attire de nouveaux entrants qui sont intéressés par les perspectives de croissance de cette profession qui à la fois augmente petit à petit ses parts de marché. Elle représente 8% des encours d'assurance vie, mais 11 à 12% de la collecte. Donc elle est en train de prendre des parts de marché et petit à petit elle se structure avec des nouvelles offres financières, des nouvelles offres d'assurance. Et c'est ça qui aujourd'hui, je pense, compte le plus. C'est une profession qui est en train de croître et de se transformer. Ça peut poser un certain nombre de questions, notamment sur la manière d'accompagner ses clients. Déjà peut-être que la nouvelle et l'ancienne génération ne le font pas de la même manière. Et puis derrière, il y a le sujet du contexte macroéconomique, de la situation qu'on voit sur des marchés financiers qui sont très élevés, parfois très concentrés aussi, notamment sur les valeurs tech. Comment est-ce que l'accompagnement des conseillers en gestion de patrimoine se fait dans les constats que vous faites ? Alors vous avez tout à fait raison Nicolas, on est sur un contexte macroéconomique, géopolitique qui est de plus en plus compliqué. On le lit tous chaque matin et les CGP, les clients des CGP y sont confrontés. Déjà l'année dernière, lors du baromètre que nous menons chaque année avec Kantar, les CGP nous avaient dit que leurs clients étaient inquiets, à près de 80% d'entre eux, et qu'ils allaient, pour les accompagner, leur proposer davantage de diversification. Ils étaient plus de la moitié d'entre eux à nous parler de diversification. Alors la diversification, ensuite, ça veut dire quoi ? Ça veut dire diversification en termes bien sûr de gamme financière. Bien sûr. C'est pour ça que par exemple chez Cardiff, nous leur proposons des modalités de gestion qui sont combinables les unes avec les autres, un univers de gestion extrêmement large. Nous avons référencé des centaines de fonds, par exemple, cette année, que ce soit des fonds souverains qui ont beaucoup intéressé nos partenaires, des ETF également, des fonds structurés. Donc la dynamique de l'offre est devenue importante pour que justement les CGP puissent personnaliser leurs conseils. D'accord, et ça c'est une demande de plus en plus forte de la part des CGP. Tout à fait. De pouvoir personnaliser, diversifier au maximum, proposer un univers d'investissement le plus large possible. Exactement, ils ont besoin d'adapter justement la gestion financière et les supports qu'ils vont proposer à chacun de leurs clients, à leur parcours de vie. Sont-ils justement en train d'investir pour leur transmission ? Sont-ils en train d'investir pour se prémunir contre des aléas de la vie ou pour pouvoir justement pour prévoir leur succession. Et ça, c'est important dans les stratégies qui leur sont proposées. Après, quand on parle diversification, on peut parler aussi diversification des offres. Donc les CGP aujourd'hui continuent à croître en multi-équipant leurs clients, avec de l'assurance vie française, des produits de retraite. La loi Pacte a permis l'entrée du Perrin, qui a eu beaucoup de succès auprès des CGP. Bien sûr. L'assurance vie luxembourgeoise qui a progressé. Et les produits de prévoyance, qui intéressent aussi de plus en plus nos partenaires pour accompagner notamment leurs clients professionnels. Et qui se développent de plus en plus ces produits de prévoyance, notamment avec ces prises de conscience de la protection ou non du dirigeant d'entreprise, et ce qui implique parfois de s'équiper avec des produits de prévoyance. Exactement. En fait, plus de la moitié ou quasiment la moitié des clients de nos partenaires CGP sont des professionnels. Et donc, ils ressentent ce besoin d'être accompagnés
accompagner avec des produits qui peuvent justement les prémunir contre des aléas, contre des surprises. Et donc la prévoyance fait aujourd'hui complètement partie d'une stratégie patrimoniale et d'un accompagnement global de la famille. Je pense que c'est ça aussi qui différencie aujourd'hui les CGP. Ils n'accompagnent pas un client, ils accompagnent tout un univers. Le client, son entreprise, sa Bien sûr, famille, ses successeurs, et c'est ça qui crée aussi le lien dans la durée. Ça nécessite d'avoir une vision à 360 un petit peu des besoins du client, parce qu'on n'a pas les mêmes besoins quand on est dirigeant d'entreprise que quand on prend le prisme père ou mère de famille, quand on prend le prisme de la transmission, ou peut-être qu'on va hériter d'un capital qu'il va ensuite falloir investir. C'est exactement ça, je partage cette vision 360. Donc c'est vraiment une vision globale de ce qu'est la personne et ce dont elle a besoin. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce qui prémunit complètement les CGP contre aussi l'évolution de la technologie, tout ça est époustouflante. Néanmoins, aujourd'hui, ce que font les CGP, c'est écouter leurs clients, leur poser les questions que eux ne se posent même pas, Bien sûr. interroger, leur proposer des solutions, identifier des besoins que eux n'ont peut-être pas identifiés. C'est ce qui fait d'eux vraiment des architectes, j'allais dire, de vie de leurs clients. Et c'est ce qui demain, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ils continuent à connaître cette croissance. Et c'est ce qui, je pense, va leur permettre de continuer à croître dans les années à venir. Qui dit marché en croissance dit donc de plus en plus d'acteurs peut-être intéressés pour se positionner sur ce marché. On voit des nouveaux acteurs arriver, des plateformes en ligne, des nouvelles technologies aussi dont les CGP doivent réussir à se saisir pour rester dans la course, si je puis le dire ainsi. Comment on reste dans la course justement quand on est CGP aujourd'hui, Delphine? Alors, je vous le disais au début, c'est vrai que les CGP sont vraiment en train de se transformer. Moi, je suis absolument épatée par la façon dont ils se saisissent de tous ces sujets. Ils sont acteurs de ce changement. Aujourd'hui, je vous parlais tout à l'heure de notre baromètre que nous faisons avec Kantar. Un CGP sur deux nous dit utiliser régulièrement l'intelligence artificielle. D'accord. Dans les discussions que j'ai avec mes partenaires, je le constate. Ils ont transformé leur process, ils commencent à vouloir se faire référencer sur des outils de Generative AI. Donc, ils sont déjà en train d'adopter ces technologies. Donc, en fait, ils les intègrent à leur process. Ils savent que leurs clients, désormais, vont chercher de l'information. Néanmoins, pour la prise de décision, ils ont toujours besoin d'un conseiller, vous l'avez très bien dit, qui les suit de façon globale et qui les suit dans la durée. Du début, j'allais dire, de leur carrière ou de leur vie familiale jusqu'à franchir les différentes étapes de vie. Et ça veut dire quoi, que l'intelligence artificielle n'est pas un sujet d'inquiétude pour le CGP à l'heure actuelle, mais plutôt un outil à utiliser? Exactement. Je pense que ce que je vois, c'est que, un, ils se renseignent. Deux, ils se forment. 3, au sein de leurs équipes, ils ont déjà testé des choses, voire considérablement transformé leur process. Donc ils savent que le monde va évoluer, le besoin de leurs clients va évoluer, mais ils le voient aussi comme une façon de s'industrialiser, d'accélérer, d'être plus présent, pourquoi pas d'être plus visible. D'accord. Et donc finalement, pour moi, c'est une nouvelle corde pour les CGP à leur arc, et ce n'est pas du tout un concurrent en tout cas. Vous qui échangez avec beaucoup de conseillers en gestion de patrimoine, comment est-ce qu'ils se positionnent par rapport à la concurrence, par exemple de nouvelles plateformes, où là on a peut-être un service plus immédiat, mais plus désintermédié aussi par rapport aux services traditionnels du conseiller en gestion de patrimoine? Est-ce qu'ils sont inquiets, ou est-ce qu'au contraire, la qualité de service est un argument qui suffit à rassurer sur l'évolution du métier? Alors, les CGP ne sont pas inquiets. Quand on leur a posé la question l'année dernière, ils étaient 80% d'entre eux à nous dire que ils étaient confiants pour l'avenir de leur profession. Et ils sont quand même quasiment 2/3 à avoir vu leur nombre de clients augmenter l'année dernière. D'accord. Donc, ça veut bien dire que la dynamique est toujours là. Donc en fait, je pense que les CGP savent à nouveau que leur rôle, c'est d'apporter du conseil, c'est d'écouter leurs clients. Ils savent que demain, peut-être que les clients seront multi-équipés, mais ce n'est pas un problème. À nouveau, dans leur parcours de vie, ils peuvent à un moment besoin d'avoir un conseil structuré pour pouvoir, on l'a dit tout à l'heure, diversifier leurs solutions en termes d'assurance, aller chercher de la protection, aller chercher de l'assurance vie, de la retraite, diversifier leur support d'investissement. Et pour ça, on a régulièrement besoin de conseils pour prendre la bonne décision. Et à nouveau, s'équiper dans la durée et savoir comment est-ce qu'on transmettra son patrimoine. Et pour ça, en fait, le CGP est un vrai facteur de réassurance pour le client. Et à nouveau, quelqu'un qui l'amène à la décision. Il n'y a rien de pire que la réflexion qui n'amène pas à la décision. Ouais. Et en fait, le CGP a cette capacité à transformer la réflexion en décision. Et ça, je pense que c'est aujourd'hui son super pouvoir. Et amener la conviction, effectivement, qu'il peut avoir sur un marché. Dernière question, comment est-ce que vous, chez BNP Paribas Cardiff, vous vous positionnez face à ces nouveaux enjeux, ces transformations du marché qu'on vient d'évoquer? Alors nous, aujourd'hui, on se positionne déjà comme une plateforme globale. Notre rôle, c'est cet accompagnement 360 dont vous parliez. Donc nous avons l'ensemble des offres dont ont besoin les CGP, que ce soit de la prévoyance, de la retraite, de l'épargne, de l'assurance vie française luxembourgeoise. Il y a une solution. L'important est de leur apporter des solutions qui sont à la fois complètes et à la fois qualitatives, extrêmement haut de gamme, qui leur permettent de personnaliser leurs conseils.
Ensuite, je vous ai parlé de qualité. Pour moi, la qualité, elle est de bout en bout. Elle est au niveau du produit, de l'accompagnement sur le terrain, de l'accompagnement du back-office et de l'accompagnement technologique. D'accord. C'est cette qualité bout en bout qui fait notre différence et qui fait qu'aujourd'hui, choisir Cardiff, c'est choisir la sécurité, choisir un acteur avec lequel on aura réponse à ces questions et avec lequel, dans la durée, nos clients seront satisfaits. Merci beaucoup Delphine Mans de nous avoir accompagnés ici donc au Midsommar 2026 sur le plateau Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directrice des réseaux CGP, courtier et gestion privée chez BNP Paribas Cardiff. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve dans un instant. Vous êtes toujours sur le plateau de Smart Patrimoine, ici au Midsommar du patrimoine organisé par la CNCGP. Nous avons le plaisir d'avoir été rejoints par Christophe Roche. Bonjour Christophe. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous. Vous êtes dirigeant fondateur d'Octopus Patrimoine. On va parler ensemble d'interprofessionnalité et pour cause, ça fait 1 an que vous dirigez une commission nouvelle au sein de la CNCGP, une commission dédiée à l'interprofessionnalité. Pourquoi est-ce que la profession aujourd'hui des conseillers en gestion de patrimoine, mais aussi les autres professions, se posent la question de mieux travailler ensemble et de développer l'interprofessionnalité? Alors c'est un sujet qui est assez ancien, l'interprofessionnalité. Pour autant, ce qu'on peut constater dans nos professions du chiffre et du droit, c'est qu'avec l'arrivée de l'IA, il y a maintenant 1 an et demi, 2 ans, nos professions évoluent à une vitesse assez hallucinante et qu'en fait, on peut dégager chacun dans nos métiers un peu plus de valeur ajoutée à la relation commerciale. Bien sûr. Et se pose la question donc de travailler un peu plus en interprofessionnalité de manière un peu plus cadrée. D'accord. Quand on dit qu'on peut développer un peu plus de valeur ajoutée, ça veut dire qu'il faut d'un côté proposer plus de services, mais éviter quand même d'aller sur les plates-bandes des uns et des autres, c'est ça? C'est exactement ça. C'est là où il y a une frontière évidemment qui est ténue à ne pas franchir. C'est que moi je suis farouchement convaincu par une chose, c'est qu'on se doit de travailler dans son business, dans son core business techniquement, et évidemment faire en sorte que les CGP puissent travailler uniquement sur la matière patrimoniale et ne pas faire d'actes juridiques, inversement que les experts comptables puissent respecter ça, mais on se rend compte que dans l'intérêt du client, chacun aujourd'hui peut collaborer, chacun dans sa partie et donner énormément de valeur ajoutée en fait au client final. Parce qu'en fait, on a des clients qui aujourd'hui peuvent avoir une question patrimoniale vis-à-vis d'un expert comptable ou à l'inverse des questions comptables mais posées à son gestionnaire de patrimoine sans évidemment oublier les aspects fiscaux qui reviennent quand même régulièrement dans les discussions. Et donc ça veut dire qu'il faut quoi? Il faut être capable de mieux travailler ensemble, de s'organiser presque quand on a un cabinet de gestion de patrimoine, avoir un contact avocat fiscaliste, un contact expert comptable avec qui, je ne sais pas si on s'envoie des clients, mais peut-être qu'on peut traiter des dossiers en commun, c'est ça? On peut et on doit traiter des dossiers en commun de 2 manières en fait, parce que souvent nos clients qui peuvent être des dirigeants d'entreprise arrivent déjà avec leurs propres conseillers. Quand on va travailler sur une projection de transmission entreprise par exemple, il y a déjà un avocat en place, il y a déjà un expert comptable et on doit avoir l'agilité, nous gestionnaires de patrimoine, pour travailler avec ces nouveaux interlocuteurs. D'accord. Déjà, c'est être prêt à travailler avec les autres. Oui, c'est exactement. Ça, c'est la première étape. Être ouvert à ça et que nos interlocuteurs le soient également. Et puis, comme vous le disiez, on peut, de manière anticipée, nouer des partenariats à l'échelle d'un cabinet avec des experts comptables, avec des notaires. Il ne faut pas oublier les notaires également, oui, bien sûr, qui sont également partie prenante dans la gestion de patrimoine. Donc des partenariats avec les notaires, les avocats, fiscalistes, avocats en droit des affaires, et puis les experts comptables, pour de manière à avoir un tour de table le plus qualitatif possible. C'est facile de développer l'interprofessionnalité entre ces différentes professions qui sont certes proches, qui font face aux mêmes enjeux, notamment de transformation face à l'intelligence artificielle, mais qui ont leur code et leur mécanique propre. C'est pas si évident que ça. Vous avez relevé la difficulté en fait de l'exercice, c'est que on agit tous avec une posture, avec, j'allais dire, un bagage technique et culturel qui faisait qu'on travaillait tous dans notre précaré et que c'était assez compliqué dans nos professions du chiffre et du droit vraiment de collaborer à livre ouvert avec d'autres professions. Mais ce que je peux constater, et c'est là aussi ma conviction, c'est qu'on s'ouvre de plus en plus et ça devient aujourd'hui une nécessité. Les experts comptables ont compris la nécessité de travailler avec des gestionnaires de patrimoine, les notaires également. Le tout est de bien définir les règles du jeu, j'allais dire. D'accord. Ça devient une nécessité. Pourquoi? Ça veut dire que si on ne le fait pas, il y a un risque pour l'avenir de sa propre activité en tant que gestionnaire de patrimoine si on ne développe pas l'interprofessionnalité? Ça pourrait être un risque, mais c'est surtout une demande de la part de nos clients, en fait. D'accord. Oui, donc il faut s'adapter aux clients. Nos clients sont multi-conseillers, ils ont un notaire de famille, ils peuvent avoir un avocat qui suit leurs affaires, etc. Et ce qu'ils attendent après nous, c'est qu'on puisse vraiment très très bien collaborer les uns avec les autres et en bonne intelligence. Donc, et ça, c'est dans le cas où on a un client, mais quand on a une famille, et donc plusieurs membres de la famille, des sujets de transmission et peut-être plusieurs conseils en fonction des générations, ça veut dire que là, l'interprofessionnalité se décuple quelque part, si je comprends bien. C'est exactement ça. C'est pour ça qu'on ne peut pas envisager l'interprofessionnalité
de manière exclusive, de se dire tel gestionnaire de patrimoine travaille avec tel expert comptable ou tel notaire. Non, il faut vraiment avoir un spectre le plus large possible. Ouais. Ça fait 1 an que cette commission existe au sein de la CNCGP. Quels sont les travaux qui m'ont été menés, les réflexions justement pour améliorer, développer cette interprofessionnalité? Et d'ailleurs, petite question entre parenthèses, est-ce que ça existe aussi chez les experts comptables, les notaires, les avocats fiscalistes, des commissions dédiées à l'interprofessionnalité, donc des interlocuteurs sur le sujet? Alors, on a des interlocuteurs sur ce sujet. En fait, on a défini 2 axes au sein de cette commission, aidé par Yves Mazin, qui est le président de la CNCGP. Le premier axe, c'est, j'allais dire, un volet un peu politique, c'est-à-dire de nouer des relations assez resserrées avec les instances des experts comptables, des notaires, des avocats, de façon à bien leur expliquer quelle est notre profession et la manière dont on l'exerce, notamment au sein de la CNCGP. D'accord. Donc un volet un peu institutionnel que l'on fait ruisseler après en région auprès de nos présidents de région. Et puis le deuxième axe de travail est d'expliquer en fait à nos adhérents comment collaborer de manière pratico-pratique avec un expert comptable, un notaire et un avocat. D'accord, il y a presque une méthodologie pour Une travailler méthodologie, un code de bonne conduite. Donc on va livrer un certain nombre de travaux auprès de nos adhérents pour les aider à développer ces relations. Et puis pour répondre à la deuxième partie de votre question, notamment au sein du Conseil national des experts comptables, il existe une commission gestion de patrimoine, qui est présidée notamment par Frédéric Espira, qui est là aujourd'hui au sein du Midsommar et qui co-anime avec moi un atelier dédié à la transmission des cabinets. C'est votre interlocuteur presque sur ces sujets-là, ou en tout cas votre homologue au sein de l'ordre des experts comptables. Et donc ça veut dire que oui, il y a cette prise de conscience un peu globale sur ces professions du droit et du chiffre qu'il faut travailler ensemble. Exactement, voilà, c'est vraiment notre volonté. Ouais. Aujourd'hui, vous avez pris la parole donc justement avec Frédéric Espira sur le sujet de la transmission des cabinets. Alors c'est vrai que quand on parle des grands chantiers à l'œuvre dans le secteur de la gestion de patrimoine, on parle plutôt de concentration, d'arrivée des fonds de private equity, d'arrivée des mutualistes. Le sujet de la transmission, c'est un sujet qu'il faut anticiper aussi quand on est professionnel de la gestion de patrimoine. Comment est-ce qu'on le travaille et comment est-ce qu'on l'anticipe? Exactement, on a tellement entendu ces dernières années parler de la concentration. On avait l'impression que si on ne vendait pas son cabinet à un concentrateur, on était voué à l'échec ou à la disparition. Ce n'est pas forcément le cas. On s'est aperçu qu'on pouvait continuer à exercer sous différentes formes possibles. Le tout, ce que vous venez de relever, c'est que le gestionnaire de patrimoine, qui était avant tout un conseil et un expert, doit aujourd'hui habiter vraiment le costume du chef d'entreprise. Bien sûr. On passe notre journée à conseiller les chefs d'entreprise et on se doit aujourd'hui de transformer nos cabinets réellement en entreprise, avoir une marque, avoir des process RH, avoir des process de conformité, de manière à ce que le cabinet puisse être transmis et puisse perdurer en fait à son fondateur. Ne plus construire son conseil et son expertise sur son nom, mais développer une entreprise avec ça. C'est ça la différence en fait. Exactement, et c'est bien là ce qui est cessible derrière. D'accord. Et transmissible. Et ça, c'est un sujet auquel sont sensibles les CGP avec qui vous en parlez? Oui, de plus en plus, et quelle que soit leur taille. C'est-à-dire que même parmi les créateurs, aujourd'hui, les jeunes créateurs, ou peu importe, il y a cette notion justement de pouvoir créer dès le départ une marque, avoir une politique de communication au sein de cette marque, de pouvoir recruter et de pouvoir se fixer des échelons de développement. Dernière question, pourquoi en parler avec l'ordre des experts comptables de ce sujet propre à la profession et même à la posture du dirigeant d'un cabinet en gestion de patrimoine? Alors là, il n'y a pas que les experts comptables qui interviennent, il y a également Amélie Baudin, qui est une jeune avocate brillante qui nous a rejoint pour cet atelier. Donc c'est un atelier interprofessionnel. Exactement, c'est un atelier interprofessionnel où chacun va apporter, j'allais dire, son expertise et son expérience auprès de nos adhérents qui sont présents aujourd'hui pour expliquer comment on réalise une transmission bien réussie. Merci beaucoup Christophe Roche de nous avoir accompagnés sur le plateau de Smart Patrimoine ici au Midsommar du patrimoine. Je rappelle que vous êtes dirigeant fondateur d'Octopus Patrimoine. Merci beaucoup et quant à nous on se retrouve dans un instant. Vous êtes toujours sur le plateau Smart Patrimoine au Midsommar du patrimoine 2026 organisé par la CNCGP. Nous avons à présent le plaisir d'avoir été rejoints sur le plateau par Romain Gobert. Bonjour Romain. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur commercial distribution externe chez La Française. On va évoquer un petit peu vos convictions d'investissement dans le contexte actuel. Avant cela, peut-être un mot de géopolitique, de macroéconomie, notamment la situation au Moyen-Orient. Alors bon, on a un accord qui devrait être signé vendredi entre les États-Unis et l'Iran, mais derrière il y avait cette question, cette crainte de l'inflation. Quels sont, vous, chez La Française, les scénarios que vous avez? Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup, on a beaucoup parlé d'inflation évidemment avec la hausse du pétrole qui a fait souffrir évidemment et a créé beaucoup d'inflation notamment en Europe. Bien sûr. On parle aussi beaucoup de stagflation.
Aujourd'hui, c'est un mot qui est assez légitime et on revenait beaucoup sur si on allait être dans un système de stagflation qui correspond en fait à croissance molle, voire faible, avec une inflation inflation importante. durable, absolument. En fait, il faut faire, je pense, un distinguo entre les US et l'Europe. En Europe, évidemment, il y a eu cette histoire, il y a eu beaucoup de problèmes d'inflation avec je dirais des indicateurs PMI qui ont montré en tout cas un tassement de l'activité économique, Bien sûr. qui a évidemment a été impacté par les tensions géopolitiques. Et évidemment, le pétrole a fait souffrir et donc ça a permis d'avoir une inflation qui était finalement assez conséquente en Europe. Mhm. Maintenant, on estime que c'est plutôt une déformation des prix plutôt D'accord. que de l'inflation. Alors on va voir ce que ça va donner avec l'accord, mais on espère normalement revenir à une inflation peut-être un peu plus Modérée. un peu plus modérée, parce que l'Europe est quand même structurellement désinflationniste. Désinflationniste, pourquoi? Parce que vous avez une démographie qui est finalement moins dynamique qu'avant. Vous avez une grosse dette publique en Europe. Ah oui, Et c'est un vous sujet avez régulier même. absolument, Ouais, bien et sûr, vous avez l'abondance de l'épargne privée qui fait que tout ça en fait est structurellement désinflationniste. Donc on est dans un système, en tout cas en Europe, où on estime que l'inflation finalement est plutôt peut-être plutôt passager. Et donc puis même si les indicateurs actuels laissent entendre qu'on se dirige vers ce qu'on appelle une stagflation, ce que vous dites c'est que c'est passager, la conviction de la Française c'est passager puisque l'inflation devrait se résorber. grâce notamment à l'accord, on verra D'accord, effectivement oui, bien sûr. si l'accord va aller au bout, parce que c'est aussi ça le Pour sujet. l'instant c'est pas fait. Ouais, c'est ça. Et après, c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est un petit peu différent, D'accord. puisqu'aux États-Unis, vous avez une croissance qui est très forte, notamment à travers les investissements dans l'IA, Bien sûr. qui sont quand même très très importants. Qui concentre d'ailleurs pas mal la cote sur le marché Absolument, financier. absolument. Plus les dépenses dans la défense, qui forcément entraînent une véritable croissance aux US. Et vous avez une inflation aussi, et forcément, qui monte de par, évidemment, les tarifs douaniers, mais également la crise géopolitique. D'accord. Maintenant, on ne pense pas à une croissance très forte, à une croissance molle pour une États-Unis, stagflation aux ouais. États-Unis. Et donc pour ces raisons-là, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, on pense pas forcément à une Le stagflation scénario globale. stagflationniste n'est pas effectivement le Absolument. scénario principal. Absolument. Dans ce contexte et si je me base sur les convictions que vous venez de nous donner, quelles sont les opportunités, les stratégies d'investissement qui correspondent à vos convictions de marché? Alors très clairement, nous, on reste quand même positif sur le crédit. D'accord. On reste positif sur le crédit et notamment pourquoi pas le proposer à travers un fonds qu'on appelle Credit Opportunities, qui est un fonds de gestion alternative crédit. D'accord. Qu'est-ce que c'est la gestion alternative crédit? Alors la gestion alternative crédit, c'est un fonds qui est multistratégie. Et peu importe en fait les conditions de marché, que ça soit baisse ou hausse de taux, puisque c'est essentiellement ça que va Oui, se bien sûr. diriger l'obligataire, eh bien c'est d'aller faire et de trouver de la performance. Donc Ok. l'objectif de ce fonds-là, c'est d'aller chercher un ester plus 2-3% avec une volatilité inférieure à 3. Et pour ce faire, en fait, on a 4 grands piliers sur ces stratégies dans le fonds Credit Opportunities. On est un peu les seuls à le faire, à avoir en tout cas cette expertise-là, où vous avez donc ces 4 grands piliers. Vous avez le premier pilier qui correspond en fait à de la valeur relative, c'est-à-dire que vous allez acheter une obligation versus son CDS, donc D'accord. sa couverture. Ok. Et en fait, on va essayer de profiter de la volatilité des marchés pour justement aller chercher les inégalités de marché entre l'obligation et le CDS. D'accord. D'accord? Et c'est là où on va chercher un peu de rentabilité. Exactement. On va D'accord. chercher la performance, le petit plus qu'il y a. Donc, c'est un fonds qui fonctionne quand il y a de la volatilité. Ok. Donc, on peut le faire aussi bien donc, sur ces stratégies-là. On peut faire de la stratégie de portage, mais couvert en hausse ou baisse de taux, c'est-à-dire qu'on va couvrir le portefeuille et on va prendre que le spread de crédit, on va aller chercher que le spread de crédit. Ok. Donc on va se couvrir contre hausse ou baisse des taux et donc aller chercher le crédit le spread de l'obligation. Et puis après également on fait des obligations convertibles, on fait de l'arbitrage d'obligations convertibles où on peut isoler le delta action et on fait un peu de poche globale macro. Voilà. Et ça marche ça marche, ou en tout cas c'est des stratégies qui sont mises en place, que ce soit dans des contextes de marché haussier ou baissier, finalement. Absolument, C'est possible dans absolument. les deux C'est-à-dire cas. qu'on va essayer d'aller chercher ces inégalités. C'est vrai que quand il y a moins de volatilité,
les inégalités, je dirais, sont moindres, sont plus D'accord, difficiles oui. à trouver. Le différentiel entre Exactement, CDS, d'accord, absolument. Mais effectivement, quand il y a de la volatilité comme ça, eh ben, on essaye d'en profiter à travers ce fonds. Voilà. Pourquoi Le fonds a été lancé en avril 2023. D'accord. Il fait plus de 500 millions d'euros d'encours. Il a un grand frère qui s'appelle Stork, qui lui a plus de 20 ans, enfin même 15 ans de track record. Et c'est vrai que c'est un fonds qui fonctionne plutôt bien. Et dans des conditions de marché où on ne sait pas trop où on veut aller, Oui. eh ben, ça a clairement du sens dans les allocations. C'était ma question. Pourquoi aujourd'hui? Parce qu'effectivement, on a du mal à comprendre un peu où le marché veut aller. Il y a des questionnements peut-être sur certaines poches même de la cote, et ça permet finalement de se positionner quelle que soit la condition de marché. Absolument, c'est D'accord. vraiment ça l'idée. Clairement, si la volatilité s'arrête un petit peu, et si évidemment ces histoires d'inflation et l'accord se poursuit, peut-être que il y aura peut-être un peu moins de volatilité, donc plus difficile à trouver. Mais Il faut de la globalement, volatilité donc. absolument, un petit peu. Ouais, c'est ça. Et c'est Un ce petit qu'on va peu. chercher. Et ça marche. D'autres convictions, peut-être, on a vu l'or qui s'est pas mal emballé en fin d'année dernière, qui a corrigé, mais qui finalement reste sur une tendance de long terme plutôt positive. Est-ce que ça peut être une conviction d'investissement également? Alors oui. Pour nous, en tout cas à la française, oui, parce qu'on a lancé et on a le fonds le plus ancien, anciennement créé, qui je crois date de 84, D'accord. dans les années 84. On a lancé ce fonds-là, qui est sur les minières cotées. D'accord. Et les minières cotées, autant vous dire que l'année dernière, ça a fait une performance extrêmement bonne, puisqu'on a fait presque un peu plus de 120% de performance sur le fonds. Il y a eu évidemment cette correction de marché, mais on se rend compte qu'en fait le cash flow des entreprises et le résultat des entreprises est extrêmement bon, puisque c'est vrai que l'extraction de ces sociétés minières, le prix de revient de ces extractions de l'or est à 1800 euros dollar l'once, 1800 dollars l'once, pardon. D'accord. Et Ouais. donc forcément, le différentiel, Ouais, bien sûr. parce que là on est remonté, on doit être autour de 4500 dollars, Mhm. et bien le différentiel est en marche pour ces sociétés minières. D'accord. Donc on essaye d'en profiter. C'est un fonds monde qui est focus sur ces minières cotées, et avoir ce qu'on estime avoir 3-4% de son portefeuille dans de l'or. Et ben on trouve que ça fait sens dans Via les minières allocations. cotées, Via pas les l'or minières cotées. Ouais, directement. ouais, Et absolument. c'est intéressant, ça veut dire que même avec une once d'or à 4500 dollars environ, qui est montée jusqu'à 5000 il y a quelques Absolument. mois, ça reste une conviction d'investissement selon vous aujourd'hui, au C'est ce qu'on travers pense. de l'activité économique d'extraction plutôt que du métal précieux en lui-même. Absolument, absolument. Il y a encore de la demande, en tout cas sur l'or. Et puis évidemment avec les risques géopolitiques, etc. Forcément, l'or a sa place dans les portefeuilles, je pense. Merci beaucoup Romain Merci Gobert. Nicolas. Merci de nous avoir accompagnés sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directeur commercial distribution externe chez La Française. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à très vite sur Be Smart for Change.